Alors, bonjour à tous. Dans le travail qui suit, on va essentiellement traiter du sujet de réflexion. Donc, il faudra être attentif dans ce travail à tout ce qui pourrait constituer la cohérence des idées dans un texte. Un travail depuis le début, depuis la lecture, jusqu'au propre, depuis la lecture jusqu'à la rédaction au propre. Alors, d'abord, il s'agira de présenter le sujet. Alors, qu'est-ce que on entend par le sujet de réflexion? On passera après à comment argumenter et comment structurer son argumentation. Et puis, on passera à une autre diapositive qui va surtout parler de la cohérence qui se travaille à deux niveaux, le niveau vertical et le niveau horizontal. On enchaînera sur la démarche à suivre pour traiter le sujet en 3 étapes. La première, il concerne essentiellement la compréhension du sujet. La deuxième, il s'agira de la problématisation du sujet, comment problématiser le sujet, quelle distinction devra-t-on faire entre le thème, le sujet et la problématique, et on finira par la recherche des idées au brouillon, bien sûr, et leur mise en ordre ou leur hiérarchisation. Toutes ces étapes, c'est avant, bien sûr, de commencer la rédaction. On ne rédige pas comme cela du coup, juste après la lecture du sujet. Donc, il y a des étapes qui se passent plus ou moins vite au brouillon. Et ces étapes sont indispensables, incontournables pour ceux qui veulent réussir leur production écrite. Alors, qu'est-ce qu'un sujet de réflexion? C'est toujours la consigne qu'on vous donne sur le sujet. C'est à propos de la problématique suggérée dans le sujet, développez votre réflexion dans un texte cohérent. Ça, c'est le point commun en toutes les consignes de l'examen régional. Compétences visées. Alors, qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on va évaluer en plus de la langue, de la correction de la langue, etc. Et on va viser les critères suivants. Le correcteur sera plutôt attentif en corrigeant votre production aux éléments, aux critères suivants. Alors, exprimer un point de vue et l'étayer par des arguments et des exemples. Est-ce que l'élève, il fait cela? Il argumente, il illustre de façon bien sûr cohérente. Assurer la cohérence du texte et la cohésion du paragraphe. La cohérence du texte dans son ensemble et la cohésion des parties. La cohérence de l'ensemble implique une progression logique claire entre les différentes parties de la composition. Il s'agit d'une composition, bien sûr. Composition qui veut dire aussi, qui suppose une vraie structuration des idées, de la pensée. Et par cohésion de la partie, on entend la progression entre les différentes parties du paragraphe ou les différentes étapes de la partie. La cohésion de la partie implique un passage, un enchaînement, une progression logique claire entre l'idée principale qui se trouve généralement en tête, suivie d'arguments de différents types, et on fera bien sûr les types d'arguments, différents types d'arguments, autorité, comparaison, cause-effet, autorité, etc. Et puis après, l'exemple ou les exemples, un exemple pour l'idée qui reste moins claire ou dont vous voulez faire l'argument le plus fort, le plus convaincant, et puis la conclusion partielle pour finir tout cet enchaînement relatif à la cohésion du paragraphe. Donc voilà, en plus bien sûr de la langue, lexique, conjugaison, orthographe, voilà donc les critères pris en compte lors de la lecture de votre rédaction. Alors, passons maintenant à comment argumenter et structurer son argumentation. Pour développer sa réflexion sur le sujet
proposé, il faut argumenter et structurer son argumentation. Qu'est-ce que veut dire argumenter? Eh bien, argumenter, c'est différents arguments et différentes stratégies. Et m'expliquer, justifier, j'explique, je justifie, je démontre, je déduis, j'induis, je passe d'un exemple vers une vérité générale, je délibère progressivement, je réfute la thèse avec des arguments. À chaque argument, je fais correspondre un contre-argument et ainsi de suite, progressivement. J'illustre par un exemple. Donc c'est cela, argumenter, c'est toutes tous ces actes de communication, si vous voulez, dans le but de convaincre et de persuader le lecteur, le convaincre et le persuader, le convaincre par la raison et le persuader justement par la rhétorique, par bien sûr en visant son affect, ses sentiments. Et puis, comment peut-on structurer et qu'est-ce qu'on entend par la structuration de l'argumentation, à structurer son argumentation? C'est concevoir d'abord un plan d'ensemble. Il s'agit de deux plans. Le plan d'ensemble qui exige une introduction, un développement et une conclusion et également un enchaînement au niveau des idées de la partie. Concevoir un plan d'ensemble adapté à sa réflexion. Voilà. Pour tout sujet, il y a un plan qui correspond justement à notre réflexion, afin de la mieux développer. Ce plan se compose d'une introduction obligatoire, d'un développement en 2 ou 3 parties, tout dépend du sujet, et une conclusion. Alors pour le développement, 2 ou 3 parties, les fameuses thèses, antithèses, synthèses, c'est le plan dialectique, mais il n'y a pas que ce plan-là, qui peut parfois être trop forcé, et moi je ne conseille pas mes élèves à chaque fois systématiquement utiliser ce plan-là. On peut également utiliser d'autres plans, 2 parties, par exemple commencer par la thèse réfutable et la faire suivre par ma propre thèse, entre autres plans qu'on verra amplement dans un travail à part. Et puis, alors, qu'est-ce qu'on entend par l'enchaînement des idées dans la partie? Alors, d'abord, les idées progressent de la manière suivante dans la partie. D'abord, on énonce l'idée directrice, l'idée principale qu'on projette d'argumenter et d'illustrer. Ensuite, on étayer, soutenir, développer notre idée par des arguments. Alors, par une suite, une énumération d'arguments reliés par, bien sûr, des connecteurs de relations, ou ce qu'on appelle aussi les organisateurs textuels. Puis, j'illustre le tout par 1 ou 2 exemples pertinents. Un exemple, il est essentiel, et moi, je conseille aux élèves de, à chaque fois, dans le brouillon, parfois l'idée est tellement vague qu'il n'y a que l'exemple qui la rend plus claire. C'est pour ça que, avant de dire votre argument, pensez à l'exemple qui l'illustrera, et très souvent, c'est l'exemple qui fait naître l'idée. Alors, finir cette partie par une conclusion partielle qui rappelle l'essentiel du raisonnement que vous venez de finir. Maintenant, jetons un coup d'œil sur le travail dans son ensemble. Il s'agit de la cohérence du travail qui se travaille à 2 niveaux, vertical et horizontal. Donc c'est une sorte de récapitulation de ce qu'on vient de dire. Alors la cohérence au niveau vertical, c'est entre toutes les parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Il faudra qu'il y ait ce va-et-vient. On va regarder les flèches dans tous les sens, autrement dit l'introduction fait suite, donne suite au développement qui bien sûr est relié à la problématique de l'introduction, et la conclusion bien sûr elle revient au tout pour faire un bilan. Alors cette progression elle peut être en 3 parties ou en 2 parties comme je viens de le dire, dans une thèse, antithèse, synthèse, en suivant le plan dialectique de thèse, antithèse, synthèse, ou carrément passer de la thèse réfutable à mon point de vue personnel, PDP, ou bien d'un fait, d'un comportement, d'une réalité suivi de mon commentaire. Donc, il faudra voir le sujet, bien le relire, parce que très souvent, comme on le verra, le plan est suggéré dans le libellé du sujet. Alors,
la cohérence au niveau horizontal, c'est entre les idées de la même partie. Ça commence par l'idée directrice, on enchaîne par les idées, arguments qui viennent la développer, la valider, la démontrer, la soutenir, la défendre, et puis l'exemple, pas à chaque fois, systématiquement, idée, exemple, non, c'est pas cette façon. L'exemple, quand vraiment votre idée n'est pas totalement claire ou elle a besoin d'un cas concret pour la rendre plus forte, voilà, plus convaincante. Et puis, on finit par la conclusion partielle de la partie en utilisant un donc, un bref, en somme ou un ainsi. Ce sont des termes, des liens logiques qui peuvent introduire cette dernière partie. Je vous rappelle que ce D-là, c'est une conclusion qui se base sur la démonstration là, à travers les exemples et les arguments, pour valider le point de départ. Cette conclusion partielle n'est pas obligatoire, mais quand est-ce qu'elle est voilà, recommandée? C'est quand vous sentez vraiment que votre lecteur il a besoin d'une remise au point, d'un petit rappel de ce que vous voulez réellement dire à travers toute cette argumentation et ces illustrations. Donc maintenant, parlons des critères. Passons aux critères de la cohésion d'une partie. Ces critères, bien sûr, qui feront l'objet de tout un travail à part. Donc, je vous enverrai également avec ce document-là, suite à ce document, tout un travail qui illustre en détail tous ces éléments-là avec exemple à l'appui. Alors, il y a plusieurs critères qui fondent la progression des idées au sein d'une partie. D'abord, la progression thématique. Quand on dit la progression thématique, il faudra parler aussi des reprises lexicales, grammaticales. Comment est-ce qu'on reprend à chaque fois l'information pour ajouter l'information ancienne, pour ajouter l'information nouvelle afin de progresser. Il y a 3 types de progression qu'on verra, bien sûr, avec des exemples. À thème constant, la progression à thème constant, à thème linéaire ou à thème éclaté. Donc voilà, pour bien structurer son paragraphe, eh bien, pensez à la progression très thématique que vous êtes en train d'utiliser. Variez aussi ces progressions thématiques pour donner du rythme et de la diversité à votre expression. Et puis les reprises lexicales et grammaticales, ce dont je viens de parler, les différents types d'anaphores ou de reprises. Les connecteurs de relations ou les organisateurs textuels dans les phrases et entre les phrases, dans la phrase, bien sûr, le si bien que, de sorte que, dans le but de, par conséquent, tellement que, etc. C'est dans la phrase, dans les subordonnés, dans les phrases subordonnées, dans les phrases complexes, mais également en passant d'une phrase à une autre phrase, parce que je suis là en train surtout de parler de la cohésion de la partie. Bien sûr, il existe d'autres liens logiques entre les parties. Alors, la déclinaison du champ lexical ou le développement du champ lexical. C'est, bien sûr, vous aurez également une diapositive qui explique par l'exemple ce que cela veut dire. Il faudra assurer l'unité sémantique du texte, oui, en travaillant bien l'enchaînement des idées, en s'appuyant sur, bien sûr, les champs lexicaux qui doivent traverser toutes les étapes de l'idée directrice en passant par les exemples et également en passant par les arguments et en aboutissant, en traversant aussi les exemples pour aboutir finalement à une conclusion finale. Alors la ponctuation, elle est incontournable. On ne peut pas comprendre une rédaction voilà, si il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point, il n'y a pas de point-virgule, il n'y a pas de groupes nominaux isolés par une virgule. Là, c'est obligatoire. Passons maintenant au travail suivant. Ça concerne essentiellement la démarche à suivre. Cette démarche à suivre, vous devez la respecter. Ça ne fait pas perdre du temps du tout. Parce que les élèves, ils croient que, voilà, parce qu'ils vont gagner ils vont commencer à rédiger directement après lecture
du sujet, qui ne prennent même pas le temps de comprendre, ils croient qu'ils vont gagner du temps. Au contraire, ce travail-là vous fait gagner du temps si vous vous habituez à le faire sur une première rédaction et une deuxième, et la troisième, ça y est, ça sera chose automatique, donc rapide. Tout cela doit être fait au brouillon, cette préparation avant la rédaction au propre. Eh bien, la première étape, c'est une étape de compréhension. Vous devez bien comprendre le texte, et pour le comprendre, vous devez le relire. Lire et relire le libellé du sujet, le lire afin de mieux comprendre les mots. Relire la consigne pour délimiter les éléments de la situation d'énonciation. Bien sûr, on pose les questions telles qu'on a l'habitude de faire pour chaque énoncé qu'on ne peut comprendre qu'en situation d'énonciation. Qui parle à qui, dans quel but, comment, pourquoi, à propos de quoi, etc. Eh bien, qui est le destinateur dans le sujet, dans le libellé? Eh bien, c'est l'élève, le scripteur, qui doit écrire pour un destinataire lecteur. Sauf que ce destinataire-là, le deuxième, le lecteur supposé de ce que l'élève écrit. Il n'est pas toujours le correcteur. Ça peut être quelqu'un d'autre, par exemple, dans le cas où vous direz d'écrire un article pour votre journal scolaire, et bien à ce moment-là, ce ne sera pas un correcteur qui est censé d'abord être le premier destinataire, mais c'est un autre destinataire, donc il faudra bien définir, donc il faudra être attentif à ces indices d'énonciation qui sont inclus dans le sujet et sa consigne. Le genre d'écrit, quel genre d'écrit? Bien sûr, on vous demande d'écrire une dissertation, un essai qui suppose une réflexion, une dissertation, c'est la structuration aussi de la pensée. Donc, c'est pour ça que vous devez savoir, parce que chaque genre, il a une certaine structure. Et voilà, la structure du texte argumentatif, bien sûr, que on travaillera à l'occasion des plans. Le type de texte, il demandait, c'est le texte argumentatif. Vous devez argumenter, bien sûr, parce que votre but, c'est pas d'accumuler les idées pour montrer que vous savez. Non, parce que le but, c'est de choisir vos arguments dans un but bien précis, faire changer les avis, convaincre les autres de votre thèse, remettre en question les thèses réfutables, etc. Donc l'argument, il sert à ça. Une rédaction, bien sûr, elle doit utiliser un argument, non pour montrer qu'on sait beaucoup de choses sur le sujet, mais non, l'argument qu'il faut et l'exemple qu'il faut pour arriver au but final, à savoir convaincre d'une thèse ou réfuter après avoir réfuté d'autres. Alors, également le support, il faudra faire attention, on vient de l'évoquer, par exemple écrire un bref article à publier dans le journal de votre école. Eh bien, s'adresser aux élèves, c'est pas comme si s'adresser à quelqu'un d'autre, donc vous ne vous adressez pas au correcteur de votre copie directement. Le code, bien sûr, c'est le français courant que vous utilisez, sauf si, oui, pour une raison ou pour une autre, vous faites parler quelqu'un, oui, de manière à montrer son statut social ou sa culture ou la pauvreté de son lexique ou de sa langue, etc. Donc ça, c'est autre chose. Alors, souligner les mots-clés, la troisième étape, c'est important. C'est là où vous commencez justement progressivement à vous approprier le sujet pour mieux le comprendre. Si vous ne comprenez pas le sujet et les mots qu'il utilise, eh bien, vous ne pouvez pas avancer. Eh bien, vous devez, après avoir souligné les mots-clés, les interroger pour aller au bout de leur signification. Alors, épuiser leur signification. Qu'est-ce que ces mots-là évoquent pour vous? Eh bien, c'est deux raisons pour lesquelles vous devez interroger ces mots et à chaque fois vous dites mais quelles sont les idées, les mots auxquels ils me font penser. Le but est d'abord la précision de leur sens dans le but de cadrer le sujet. Alors, si vous ne lisez pas les mots du sujet, vous ne pouvez pas le cadrer, vous allez parler d'un thème général et vous oubliez de traiter la question précise qui est véhiculée à travers des mots bien précis. Alors, en plus du cadrage du sujet, pour ne pas, bien sûr, sortir du sujet, parler d'autre chose que ce qu'on vous demande, en plus, chaque mot véhicule les idées nécessaires à l'enrichissement de la réflexion. Quand vous posez des questions aux mots et que vous trouvez les réponses que vous avez à ces mots, à leur signification, c'est déjà le premier pas vers la recherche des idées qui vont enrichir votre réflexion. Et puis, la cinquième étape, toujours avoir cet automatisme-là, ces questions automatiques à chaque fois, quelle est
vous posez la question, quel est le rapport entre ces mots utilisés? Cherchez les mots-clés utilisés, cherchez les liens entre les mots-clés pour voir s'ils se complètent, s'excluent, traitent des aspects différents de la question, entretiennent un rapport de cause à effet, cause-conséquence, ils rappellent un fait, décrivent une réalité, etc. Une réaction. C'est une étape préalable à la formulation d'une problématique. Alors, également, il faudra voir si ces mots-là représentent une thèse adverse, une antithèse, un argument, un exemple, etc. Donc voilà, un travail bien sûr qui ne demande pas énormément de temps, mais c'est un réflexe que vous devez avoir, un réflexe méthodique que vous devez à chaque fois avoir face à chaque sujet avant, bien sûr, de commencer la recherche des idées. Bien sûr, la recherche des idées ne vient qu'après cette deuxième étape, savoir la réelle recherche des idées, parce que la recherche des idées, elle a déjà commencé en réalité à travers l'explication des mots et leur signification, n'est-ce pas? Eh bien, formuler la problématique. L'étape précédente de compréhension nous a permis de mettre en évidence, elle est censée nous permettre de mettre en évidence la problématique sous-entendue dans le sujet. Toutefois, il convient de distinguer entre les mots suivants, bien sûr, pour mieux traiter le sujet. Alors, qu'est-ce qu'un thème? Quel est le thème? Il y a une différence entre le thème, le sujet et la problématique. Ça ne réfère pas à la même chose. Le thème, il est général. Par exemple, je prends un exemple au hasard, tiré d'un sujet, les camps du régional. Le thème, il est général. L'exemple, le droit de tous à la liberté. Oui, chacun sait que tout le monde a droit à la liberté. Donc voilà, ça c'est le thème. C'est le droit à la liberté. Oui, le thème, c'est la liberté. Le sujet, en rapport avec ce thème, il est plus précis, plus restreint, plus délimité, plus cadré. C'est par exemple l'exercice de ce droit par les enfants. Est-ce que également, si c'est vrai pour tous, est-ce que c'est vrai aussi pour les enfants? Donc le sujet parle de la liberté des enfants. Est-ce que les parents ils peuvent donner toute la liberté à leurs enfants? Donc là, c'est plutôt le sujet. Le thème, donc la liberté, et le sujet, c'est la liberté des enfants. Le problème, c'est une phrase, ou la problématique, c'est une phrase qui souligne un fait contradictoire, paradoxal, qui fait réfléchir, suscite la différence, l'opposition, la contradiction, la divergence des opinions, des positions. Par exemple, à propos de ce sujet-là, les parents dont le rôle est de bien éduquer les enfants, vous soulignez bien en passant en virgule, pour montrer bien que ces parents-là, dont leur rôle est éducatif, est-ce qu'ils doivent-ils leur accorder aux enfants une liberté sans limite? Et donc là, vous mettez le lecteur face à une contradiction que vous avez envie de résoudre. Est-ce que les parents, dans la mission éducative consiste bien sûr à apprendre à leurs enfants bien de choses qui supposent la contrainte, est-ce qu'ils peuvent leur permettre d'être libres et sans limite? Donc problématique. Ou bien autrement, faut-il accorder une liberté totale aux enfants? Bon, la thèse, donc il faut également savoir faire la différence entre la thèse, l'argument et l'exemple. La thèse, une thèse qu'on défend, par exemple ma propre thèse personnelle. Comme tous les citoyens, un enfant a le droit d'être libre, mais cette liberté n'est possible que si elle respecte des contraintes. Voilà, c'est ma thèse. Mais quel est l'argument qui va développer cette thèse-là? Eh bien, l'argument, si on permet à un enfant de tout faire sans respecter les règles du bien vivre ensemble, son comportement risque de nuire au bien-être. Vous ajoutez un A, de nuire au bien-être des autres. Donc voilà, il faut que l'argument soit lié à la thèse parce que son but est de l'argumenter. Et bien l'exemple, il est en rapport avec cet argument pour l'illustrer. Par exemple, s'il se permet à un enfant de faire du tapage chez lui sous prétexte qu'il est libre, il privera sûrement ses voisins de la liberté de se sentir bien chez eux. Alors là, l'exemple concrètement illustré, concret qui illustre cet argument
là qui défend une thèse. Donc, vous voyez que la thèse n'est pas l'argument, n'est pas l'exemple, mais entre eux, il y a un fil directeur, il y a un lien, il y a un enchaînement. Et voilà, donc je vous conseille toujours de faire attention à cette progression entre les idées parce que je constate en corrigeant des copies d'élèves qu'il y a parfois une rupture entre ces étapes de l'argumentation. La thèse parle d'une chose, l'argument d'une autre, l'exemple, s'il y a un exemple, illustre un autre aspect, et bien là, c'est pas du tout de la cohérence. Alors, maintenant, la dernière étape, c'est la recherche des idées, bien sûr, et leur classification. Comment les mettre en ordre et les hiérarchiser, plus important, par quelle partie commencer, par la thèse, l'antithèse, etc. Bon. Notez bien, pour trouver les idées facilement, parce que beaucoup d'élèves se plaignent de la difficulté de trouver des idées facilement, et bien, il y a ce qu'on appelle le remue-ménage. Alors, pour trouver les idées plus facilement, il convient de donner libre cours à son esprit et à son imagination. Donc, il convient d'utiliser la technique du remue-ménage. Eh bien, la première des choses, après, quand vous... remue-ménage, ça veut dire quoi? La remue-ménage, vous laissez la liberté à votre pensée. Ne dites pas que c'est une idée correcte ou pas correcte, elle est bonne ou pas bonne. Non, toutes les idées sont bonnes, du moment qu'elles traitent du sujet. Et après, quand vous aurez inventorié, jeté, j'allais dire, toutes les feuilles, toutes les idées sur la feuille du brouillon, et bien après, vous avez à choisir celles qui vous paraissent plus bonnes que d'autres. Alors, notez ces idées qui viennent sur la problématique en question, notez les idées qui viennent en vrac, comme ça, en désordre, sur le brouillon. Toutes les idées sont inventoriées pour répondre à notre problématique. Toutes les idées, dans un premier temps, elles sont bonnes, jusqu'au moment où on commence la sélection. Sélectionner après les idées pertinentes. Pertinentes, ça veut dire qui répondent à ma problématique, qui peuvent répondre à ma problématique, c'est-à-dire celles qui correspondent à notre orientation argumentative. Et là, j'insiste sur cette orientation argumentative. C'est-à-dire, autrement dit, les idées qui nous permettront de suivre un fil directeur et nous acheminer progressivement vers une conclusion finale. Eh bien, une idée n'est la bienvenue, un argument n'est le bienvenu que s'il participe aux côtés d'autres arguments d'arriver à un point final, c'est ma thèse finale bien développée. Puis après, je classe mes idées retenues selon leur nature, sur leur catégorie, leur nature. Est-ce que ce sont des idées que j'ai trouvées? Est-ce que ce sont des exemples que j'ai trouvés? Est-ce que ce sont des arguments? Est-ce que ce sont des causes, des conséquences, des explications, des justifications, des exceptions, etc. Donc là, je vais, comme ça, de cette façon, je vais pouvoir savoir où est-ce que je pourrais les placer, n'est-ce pas? Et puis également, dans le même but de classification des idées, c'est classer, retenir également selon leur catégorie. Les retenir et les classer selon leur catégorie. Est-ce que c'est une thèse? Est-ce que c'est une antithèse? Est-ce que c'est une thèse différente? Est-ce que c'est ma propre thèse? Est-ce que c'est un fait tiré de la réalité? Une habitude vis-à-vis duquel, ou un comportement vis-à-vis desquels je dois me positionner? Est-ce que c'est mon point de vue? Est-ce que c'est mon commentaire que j'ai trouvé? Donc là, je vais trier ces idées et les classer selon ces aspects-là. Et puis, finalement, l'étape la plus logique, la plus attendue, l'aboutissement normal à ce travail-là, c'est organiser le tout suivant une progression choisie, suivant un plan. Et là, on aura bien sûr tout un travail avec plusieurs diapositives sur justement le choix d'un plan, qu'est-ce qu'un plan, etc. Et bien voilà, je mets en ordre les idées retenues suivant le plan suivant, le premier, l'exemple 1, suivant l'exemple 1, la thèse, antithèse et puis la synthèse, ou l'exemple 2, une thèse réfutable que je rappelle et puis je la fais suivre par ma propre thèse argumentée et illustrée par des exemples,
ou bien l'exemple 3, je décris une réalité ou je décris un comportement et puis après, je fais suivre tout ça par un commentaire et par ma réflexion. Alors j'espère que vous avez bien profité de ce travail et que vous ne croyez plus que ça va vous perdre du temps, mais ça va vous faire en gagner au contraire pour faire du bon travail. Alors bonne chance.